Bienvenue aux travaux dirigés de biologie animale. Aujourd'hui, nous allons voir le parasitisme. Alors, c'est quoi le parasitisme? Donc, le parasitisme, c'est l'exploitation du vivant par le vivant, c'est-à-dire un animal qui vient exploiter un autre animal. Autrement dit, il profite de lui. Qu'est-ce que c'est qu'un parasite? Il s'agit en fait d'animaux ou fongiques qui, pendant une partie ou la totalité de leur existence, vivent aux dépens d'autres êtres appelés hôtes. D'accord? Cependant, les virus et les bactéries sont exclus. Et comme ça, les parasites peuvent être soit commensaux ou bien pathogènes. On parle de parasites commensaux lorsque le parasite profite de l'hôte, mais il ne le dérange pas. Cependant, les parasites pathogènes provoquent chez l'hôte des effets nuisibles ou des maladies. Autrement dit, le parasite dérange l'hôte. Concernant les différents types de parasites, nous avons les ectoparasites, les endoparasites, en passant par les mésoparasites. On parle d'ectoparasites, ecto c'est externe, lorsque le parasite est présent à l'extérieur de son hôte, la peau ou la cavité buccale ou bronchiale. C'est l'exemple des poux, des tiques, etc. On parle de mésoparasites lorsque le parasite est localisé dans une cavité de l'hôte communiquant avec l'extérieur, comme le tube digestif. Et puisque le tube digestif, vous savez déjà, est ouvert, le tube digestif commence bien sûr par une bouche et se termine par l'anus. Et enfin, les endoparasites, où le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur d'une cellule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un hôte? Un hôte est une espèce hébergeant le parasite. C'est déjà dit, c'est comme un hôtel qui héberge. Donc voilà, le parasite est logé, nourri. Ainsi, l'hôte est nécessaire au cycle de développement du parasite. Par ailleurs, l'hôte peut être définitif, intermédiaire ou bien parathénique. Un hôte définitif héberge la forme sexuée ou la forme adulte du parasite. Par exemple, pour le ténia, l'hôte définitif, c'est l'homme. Un hôte intermédiaire héberge la forme asexuée ou larvaire du parasite. D'accord? C'est le cas, par exemple, du mollusque Pophaciula hepatica. Alors, un hôte intermédiaire peut être actif ou bien passif. Un hôte intermédiaire actif transporte et inocule la forme infestante du parasite. C'est l'exemple de l'anophèle pour le plasmodium. Donc, l'hôte intermédiaire actif, donc il attaque l'hôte. Tandis que l'hôte intermédiaire passif abrite juste la forme infestante du parasite. Par exemple, le bœuf pour le ténia. Donc, l'hôte intermédiaire passif n'attaque pas l'hôte. Et enfin, un hôte intermédiaire parathénique, c'est un hôte facultatif. Facultatif, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer, dans lequel le parasite ne subit aucune transformation, mais qui favorise la dispersion et permet l'accumulation du parasite. Autrement dit, le parasite ne subit ni reproduction sexuée, ni reproduction asexuée. Juste, il se cache, donc le parasite, juste, il se cache un moment pour se disperser après. Alors, la question qu'on doit se poser, quelle est la relation entre le parasite et l'hôte? Pour cela, le parasite entretient une association hétérospécifique. Qu'est-ce que ça veut dire hétérospécifique? Ça veut dire que l'hôte et le parasite appartiennent à deux espèces différentes. Le contraire, c'est intraspécifique. Donc, le parasite tire profit, se nourrit, s'abrite ou se reproduit, comme par exemple l'homme et l'anophèle, le ténia et le bœuf. C'est le parasite qui profite. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début du TD, vous vous rappelez la première phrase de ce TD, que le parasitisme est l'exploitation du vivant par le vivant. Concernant les différents types de parasitisme, il existe 4 types. Le parasitisme obligatoire, parasitisme facultatif, le parasitisme accidentel et le parasitisme opportuniste.
le parasitisme obligatoire où le parasite vit aux dépens d'autrui. Donc le parasite ne peut pas vivre ailleurs. Le parasitisme facultatif, comme son nom l'indique, il vit dans la nature et devient parasite quand les conditions sont défavorables. C'est le cas de l'Acanthamoeba. Ensuite, le parasitisme accidentel concerne les animaux libres, avalés fortuitement et qui s'élimineront d'eux-mêmes. Quand on boit par exemple une eau de source et avec cette eau, il y a des infusoires et des lamiases, une fois aux toilettes, ces organismes vont s'éliminer d'eux-mêmes. On parle de parasitisme opportuniste lorsque il s'agit d'un organisme commensal ou parasite non pathogène et peut devenir parasite et pathogène si les défenses immunitaires de l'hôte sont diminuées, voire absentes. Prenons l'exemple, par exemple, si l'hôte est malade du sida, d'accord, et attrape après un parasite opportuniste, il va lui être nocif. Exemple, Isospora hominis, c'est un protozoaire apicomplexa et pouvant provoquer des syndromes diarrhétiques graves chez l'immunodéprimé seulement. D'accord? On s'intéresse maintenant au parasitisme obligatoire, où le parasite obligatoire ne peut pas vivre qu'aux dépens d'autrui, il ne peut pas vivre seul. D'accord? Alors, récapitulons, on parle de parasitisme obligatoire lorsque le parasite ne peut vivre qu'aux dépens d'autrui. En prenant en considération le facteur temps, nous avons trois types de parasitisme obligatoire. Le parasitisme temporaire, le parasitisme permanent et le parasitisme périodique. Alors, le parasitisme temporaire, lorsque le parasite quitte l'hôte quand ses besoins nutritifs sont satisfaits, c'est l'exemple de l'anophèle qui est le vecteur du paludisme. Le parasitisme permanent, lorsque le parasite vit sur l'hôte pendant toute son existence, c'est le cas des trématodes, cestodes et nématodes. Prenons par exemple l'exemple du ténia. Et le parasitisme périodique, où le parasite ne vit sur l'hôte qu'une partie de son existence, il n'est parasite qu'à l'état larvaire ou qu'à l'état adulte. C'est l'exemple de l'ankylostomose causée par le nématode Ankylostoma duodenale. Concernant les principales parasitoses humaines, d'abord, c'est quoi parasitose? Les parasitoses sont des maladies dues à des parasites. Alors, les protozooses sont des maladies dues à des protozoaires. D'ailleurs, si vous remarquez le terme protozoose, c'est un mot qui est composé par deux parties. La première partie, c'est protozo, relatif à protozoaire, et ose, c'est maladie. Donc, ça regroupe les maladies dues à des protozoaires. Les helminthiases, aussi, c'est un mot composé. Helminthe, c'est l'ensemble des vers, et ase, comme ose, c'est maladie. Ça regroupe l'ensemble des maladies causées par des helminthes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les helminthes? Alors, les helminthes regroupent l'ensemble des vers, c'est l'ensemble des vers, notamment les trématodes, les cestodes et les nématodes. Alors, juste une remarque, les arthropodes servent souvent de vecteurs assurant le transport du parasite. D'accord? Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi un vecteur? Alors, un vecteur, c'est un organisme qui ne provoque pas lui-même une maladie, mais qui disperse l'infection en transportant les agents pathogènes d'un hôte à l'autre. Par exemple, l'anophèle est le vecteur du paludisme. Donc, le paludisme ne se transmet pas d'une personne à l'autre, il se transmet grâce plutôt au vecteur qui est l'anophèle. Alors, les helminthes sont des vers qui parasitent l'homme ou les animaux.
Rappelez-vous que les platelminthes, ce sont des vers plats, où la classe des trématodes regroupe les platelminthes ayant un corps non segmenté, et la classe des cestodes regroupe les vers ayant un corps segmenté. Et les nématelminthes, ce sont les vers ronds, comme les oxyures et l'ascaris. Alors, les principales protozooses les plus répandues en Afrique et plus particulièrement au Maroc sont les suivants. D'accord? Mais dans ce TD, on va faire un focus sur 4 protozooses. Premièrement, l'amibiase, causée par l'entamoeba. La leishmaniose, causée par leishmania. Le paludisme ou malaria causé par le plasmodium et la toxoplasmose causée par toxoplasma. Alors, ces maladies présentent 2 modes de transmission, soit par ingestion de kystes ou bien d'oocystes, soit par vecteur, c'est l'exemple de l'anophèle et du phlébotome. Alors, on commence par l'entamoeba qui cause l'amibiase. C'est entre autres des troubles intestinaux ou hépatiques. La contamination se fait par l'ingestion de kystes. Alors, d'où proviennent ces kystes? Déjà, par les crudités, par exemple la salade verte, l'eau impure, et par les mains sales. Donc, il faut toujours se laver les mains, les fruits et les légumes, etc. Ensuite, les œufs d'entamoeba vont passer dans les selles à travers le gros intestin. Et quand il n'y a pas de toilette, ces kystes vont être libérés vers l'extérieur. Et ensuite, ils vont contaminer les crudités, les fruits et légumes. D'accord? Et le cycle reprend. Alors, la leishmaniose, elle cause des ulcérations cutanées muqueuses ou viscérales graves. Elle est provoquée par un protozoaire parasite flagellé du genre Leishmania, inoculé à l'homme par un insecte vecteur phlébotome. Alors, après la piqûre du phlébotome, il inocule le promastygote qui passe dans la peau vers les cellules du système réticulo-endothélial. Ensuite, les promastygotes se transforment en amastygotes et attendent la piqûre. Et après la piqûre du phlébotome, les amastygotes traversent l'intestin du phlébotome vers les trompes et attendent encore la piqûre de l'homme. D'accord? Et le cycle reprend. Alors ici, pour ce cycle, l'hôte définitif, c'est l'homme. Et l'hôte intermédiaire qui est aussi vecteur, c'est le phlébotome. D'accord? Et puis maintenant, passons au plasmodium. Celui-ci, il est responsable du paludisme ou malaria. Cette maladie est transmise par le protozoaire apicomplexe Plasmodium falciparum, dont le cycle de développement est déjà vu pendant le cours sur les protozoaires. Ici, pour ce cycle, à noter que l'hôte définitif, c'est l'homme. D'accord? Et le vecteur, c'est l'anophèle femelle. À noter aussi que l'anophèle femelle est hématophage. Vous voyez ici le sang. Alors, c'est quoi hématophage? Hémato, c'est sang et phage, c'est manger. Donc, l'anophèle se nourrit de sang. L'anophèle qui pique surtout la nuit. La contamination, comme j'ai dit tout à l'heure, ne se fait pas entre personnes, mais c'est à travers le vecteur anophèle. La question qu'on se pose, pourquoi le mâle anophèle ne pique pas? Tout simplement parce que la femelle a besoin de sang pour la maturation des œufs. D'accord? Alors, la toxoplasmose,
C'est une protozoose causée par le protozoaire apicomplexe Toxoplasma qu'on voit ici. Et donc voilà, la contamination se fait via les chats, plutôt les selles des chats, et quand l'hygiène laisse à désirer, donc le tube digestif de l'homme se contamine à travers les crudités, la viande des herbivores mal cuites et aussi les mains sales à travers l'ingestion d'oocystes. Cette maladie peut avoir des complications graves chez la femme enceinte si elle ne présente pas l'immunité contre le protozoaire Toxoplasma, ainsi qu'un risque pas pour la mère mais pour le fœtus à cause de la contamination transplacentaire, notamment une atteinte de l'œil, le foie, le système nerveux du fœtus. Cependant, l'homme ne se contamine pas, donc juste la femme enceinte. Donc, la cause de cette maladie, c'est le contact entre le chat et la femme enceinte. Une autre protozoose, c'est la trichomonose urovaginale causée par le protozoaire flagellé Trichomonas vaginalis. Vaginalis relatif au vagin. Cette maladie provoque une atteinte de l'appareil génital, surtout femelle, lors du rapport sexuel. Alors, les principales trématodoses, c'est-à-dire les maladies causées par les trématodes, sont les dystomatoses et les bilharzioses. Alors, des dystomatoses causées par les douves et les bilharzioses causées par les schistosomes. On va cibler dans ce TD deux parasites, à savoir Fasciola hepatica, dont le mode de transmission est l'ingestion de métacercaires vers les végétaux, d'accord, et Schistosoma mansoni, dont le mode de transmission est la pénétration transcutanée du furcocercaire, le furcocercaire qu'on va expliquer plus loin. Donc, la dystomatose hépatique causée par Fasciola hepatica à travers l'ingestion de métacercaires. D'accord? Alors, ces métacercaires se trouvent dans les végétaux, les bovins, ovins ou bien l'homme, en consommant l'eau impure ou bien les fruits et légumes mal lavés. Ce cycle de Fasciola hepatica est déjà vu pendant le cours sur les platelmintes. À noter ici que l'hôte définitif, c'est l'homme, bovin ou bien ovin. Et l'hôte intermédiaire, c'est un gastéropode limné. Donc, Fasciola hepatica est un parasite dixène. Ensuite, nous avons la dystomatose intestinale causée par les hétérophytes, où le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque, Pyrenella, et le deuxième hôte intermédiaire, c'est le mulet, c'est un poisson. Donc, ces hétérophytes sont des parasites trixènes. Ensuite, nous avons la dystomatose pulmonaire causée par Paragonium, dont le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque, Melania, et le deuxième hôte intermédiaire peut être soit le crabe, un crustacé, ou bien l'écrevisse. Donc, ces Paragonium sont des parasites aussi trixènes. Alors ici, il s'agit d'un foie contaminé par Fasciola hepatica, qui est visible à l'œil nu, qu'on voit ici. Et cette fasciola, elle se trouve au niveau des canaux biliaires du foie. Alors maintenant, on va voir une vidéo d'un foie de mouton envahi, ce que vous voyez ici, ce foie de mouton est envahi par Fasciola hepatica.
qu'on voit ici très bien. Elle est donc plate, donc c'est plate elle-même, bien sûr, qui mesure entre 1,5 et 3 cm de long. D'accord? Et voilà ici une autre. D'accord? Alors la question qu'on se pose, pourquoi le mouton ou un herbivore sont contaminés? La réponse, puisqu'ils broutent les végétaux inondés par les eaux qui sont impropres. D'accord? Alors d'autres parasites vont passer par la peau, c'est le cas des schistosomes responsables de la bilharziose dans les eaux stagnantes en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. À noter qu'après le paludisme, la bilharziose est la seconde endémie parasitaire mondiale. Alors les miracidiums sont émis par les selles ou les urines lorsqu'il n'y a pas d'hygiène péri-fécale au niveau des eaux douces. Ensuite, les miracidiums vont évoluer chez un mollusque en furcocercaire. Alors, ce furcocercaire que vous voyez ici présente comme une aiguille très fine qui pique la peau des baigneurs et qui est la cause de la bilharziose. D'accord? Ensuite, les miracidiums vont être émis par les selles et les urines, soit les selles, soit les urines, et ainsi de suite. Ce que vous voyez ici, c'est le cycle général des schistosomes. D'accord? Alors, sur ces deux photos-là, chez Schistosoma mansoni, à noter que tous les platelminthes sont hermaphrodites, sauf Schistosoma qui est gonocorique. Qu'est-ce que ça veut dire gonocorique? Gonocorique, c'est l'opposé d'hermaphrodite. Alors, on voit ici le mâle assez grand avec une poche où se loge la femelle à l'intérieur. Vous voyez ici. Alors, ici, c'est une coupe histologique montrant les œufs de Schistosoma mansoni dans une cellule hépatique. Alors, tout à fait à droite, c'est un mâle et à gauche, c'est une femelle. Alors, récapitulons pour Schistosoma mansoni, juste une précision, la bilharziose intestinale était la cause de la mort de Abdelhalim Hafid qui se baignait au Nil. Étant donné que les œufs de schistosoma sont évacués vers l'extérieur par les selles, les œufs se développent en miracidium. Le miracidium qui pénètre chez un mollusque et évolue en furcocercaire. Ce furcocercaire quitte le mollusque et contamine une personne. Ici, c'est un enfant qui nage. Il faut savoir que seule la tête du furcocercaire qui gagne le poumon, le cœur et le foie. Et puis, la reproduction sexuelle se fait au niveau du système porte. D'accord? Ensuite, les œufs percent la paroi des capillaires sanguins pour gagner l'intestin ou la vessie avant d'être rejetés par les urines ou les selles. Je répète, ça c'est le cycle général des schistosomes. Des petites différences concernant l'élimination des œufs qui se font au niveau de l'intestin pour Schistosoma mansoni. Aussi pour Schistosoma japonicum et Schistosoma intercalatum, ou bien au niveau de la vessie pour Schistosoma hematobium. Donc, en résumé, l'élimination des œufs se fait par les urines pour Schistosoma hematobium et par les selles pour les autres espèces. D'accord? À noter que Schistosoma hematobium est toujours présente au Maroc, surtout chez les hommes, avec des symptômes de sang dans les urines. Et la principale cause, c'est la consommation des aliments non cuits. Alors, on voit ici, d'après cette figure-là, que la première cause de cette maladie, c'est le manque d'hygiène quand il n'y a pas de toilette et aussi les baignades dans les eaux douces.
Alors, lors des baignades en eau douce, le furcocercaire pénètre la peau de l'homme et elle va attaquer plutôt les intestins pour Schistosoma mansoni. Atteinte hépatique du foie pour Schistosoma japonicum. Atteinte rectale pour Schistosoma intercalatum. Et enfin, une atteinte urinaire pour Schistosoma hematobium. Alors, les principales cystodoses causées par les cystodes adultes ou bien à l'état larvaire. Alors, concernant les cystodes adultes, nous allons étudier le Taenia saginata et le Taenia solium. D'accord? Et pour les cystodes à l'état larvaire, on va étudier Echinococcus. Alors, il faut savoir que la contamination par le fameux Taenia n'est pas mortelle, ne tue pas, mais ça provoque juste une asthénie, des douleurs abdominales, une diarrhée. D'accord? Alors, la différence entre le Taenia saginata et le Taenia solium, c'est que le Taenia saginata ne migre pas, donc il reste au niveau de l'intestin, tandis que pour le Taenia solium, les localisations larvaires se font dans le système nerveux en passant par les muscles et l'œil. Je répète, pour le Taenia saginata, donc l'hôte intermédiaire, c'est le bœuf. Et pour le Taenia solium, l'hôte intermédiaire, c'est le porc. D'accord? Donc, je répète, donc pour le Taenia saginata, l'hôte définitif, c'est l'homme. Et l'hôte intermédiaire, c'est le bœuf. Et pour le Taenia solium, l'hôte définitif, c'est l'homme. Et l'hôte intermédiaire, je répète, c'est le porc. Alors, concernant l'idatidose, c'est une maladie causée par Echinococcus, provoquant de graves atteintes hépatiques ou pulmonaires, nécessitant plutôt une intervention chirurgicale à cause des kystes qui peuvent peser jusqu'à 15 kg. Alors, l'hôte définitif, c'est le chien au niveau des intestins. Et l'hôte intermédiaire, c'est un herbivore, comme le mouton par exemple. Alors, après la mort de l'herbivore qui a déjà avalé les œufs d'Echinococcus, le chien va avaler les viscères contenant le scolex d'Echinococcus. L'homme peut se contaminer accidentellement par ingestion des œufs à travers les aliments souillés. À noter que, par exemple, un mouton mort par hydatidose ou le mouton se gonfle jusqu'à sa mort, il faut le brûler pour éviter la consommation des viscères par le chien. Alors ici, ce sont des kystes hydatiques, ce qu'on voit ici au niveau des poumons. Alors la maladie se manifeste, l'hydatidose toujours, se manifeste par la formation de kystes hydatiques plus fréquemment situés au niveau du foie, mais pouvant aussi se trouver au poumon, comme c'est le cas. Alors, tout à fait à droite, les œufs, on voit ici les œufs d'Echinococcus, là. Là aussi, c'est les œufs d'Echinococcus au niveau d'une coupe histologique. Et voilà ici le Echinococcus adulte, où on voit le scolex, le cou, et puis 2 proglottis seulement. Alors, ici, sur une image en 3 dimensions, vous remarquez que l'Echinococcus présente des crochets et des ventouses de fixation. D'accord? Alors, les nématodoses
sont des maladies provoquées par les nématodes. Alors, les nématodoses les plus fréquentes sont les suivantes, mais nous, on va traiter dans ce TD seulement les oxyures provoquées par Enterobius à travers l'ingestion des œufs, l'ascaridiose causée par l'ascaris à travers l'ingestion des œufs aussi, et la filariose lymphatique causée par Wisheria à travers la piqûre de moustique. Alors, l'oxyurose est une maladie causée par Enterobius. Alors, l'homme se contamine par l'ingestion des œufs embryonnés à travers les mains sales ou bien les aliments souillés. Alors, une reproduction sexuée a lieu au niveau de l'intestin. Ensuite, les œufs embryonnés sont éliminés par les selles. La contamination est donc directe. À noter que chez l'Enterobius, vous voyez ici la femelle, elle est plus grande que le mâle. Alors ici, on voit une détection coloscopique d'Enterobius dans le sécom d'un patient. Alors par ailleurs, l'ascaridiose est une maladie causée par l'ascaris. L'ascaris qui vit dans l'intestin, il peut atteindre, comme vous voyez ici, 17 cm, provient de l'eau souillée et des légumes mal lavés. La contamination de l'homme se fait par l'ingestion des œufs embryonnés dans les crudités, une eau impure ou bien à travers les mains sales. Ensuite, les œufs sont éliminés par les selles et vont contaminer par la suite les crudités, l'eau et les mains et ainsi de suite. Alors, la filariose lymphatique, c'est une maladie causée par Wisheria, d'accord, qui provoque une atteinte du système lymphatique dont le vecteur est un moustique qui transmet le parasite. Ici, l'hôte définitif, c'est l'homme, et l'hôte intermédiaire, qui est aussi vecteur, c'est le moustique anophèle. Alors, la maladie filariose lymphatique s'appelle aussi éléphantiasis, est présente dans les pays tropicaux où les moustiques plutôt sont vecteurs de ce nématode qui s'appelle Wisheria. Alors, comme prophylaxie ou bien l'ensemble des mesures médicales ou hygiéniques destinées à prévenir l'apparition d'une maladie, alors tous ces moyens, bien sûr, visent les parasites eux-mêmes et l'hôte intermédiaire et aussi les vecteurs vivants, notamment l'assainissement de l'eau de poisson et aussi l'eau de baignade, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, se protéger au moment du contact sexuel, se protéger des piqûres des moustiques et des mouches, ne pas marcher pieds nus en terrain boueux, cuisson suffisante de la viande et des poissons, et surtout la congélation à moins 30 degrés pour les viandes et les poissons, destruction des viscères de moutons morts par hydatidose. Donc, les moutons morts par hydatidose doivent être brûlés. D'accord? Lutte contre le péril fécal et aussi la surveillance vétérinaire. D'accord? Donc, merci pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le TD en format PDF sur la plateforme de notre faculté. À bientôt. Donc, je vous dis bon courage et bonne chance.